Hey, ça va pas bien le matin. Le système a changé. J'ai essayé de faire quelque chose. Je sais pas comment. J'ai travaillé en cabochonne. Ça se peut pas. On a une journée assez... je suis désolée pour le petit contretemps et la petite musique que je vous ai mis par erreur. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler avec Yves Lefebvre, qui est réalisateur. Yves, est-ce que tu es au téléphone? Oui, je suis là, Carole. Hey, phew! Ça, au moins, ça marche. Je suis bien contente. Hey, ça va pas bien matin, là. On va avoir d'autres personnes aussi en studio, des gens du mouvement raélien qu'on va vous présenter vers 11h30. Mais avant, je veux parler avec toi. Oui. Mais en fait, toi, tu es réalisateur pour les productions Malima. Oui. Là, tu as eu une idée qu'on va dire, plusieurs vont dire c'est une idée fou, mais non, pas pour moi. Tu as eu une idée de faire un film sur un cas vécu qui a été fait, vu dans les années 60, en fait, à Valleyfield, et tu reproduis en cinéma ce genre de film-là. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Je vais te laisser parler un peu. Oui, c'est sûr que là, je suis rendu à mon 3e film, puis juste faire une petite parenthèse, je remercie la station de radio CJMD, le 95.9, de m'accueillir. C'est ça, c'est un 3e film, c'est que j'avais fait un 2e film, c'est un film de requin, ça avait jasé, mais là, avec qu'est-ce qui s'en vient, c'est un film sur les ovnis, dans le fond, que, comme tu disais tantôt, c'est sur un fait vécu, que tout de suite au début, quand j'ai commencé à l'écrire le scénario, c'était pas ça mon idée. Okay. Puis à force que les gens me contactent à Valleyfield, je dis, hey, à tel endroit, ça s'est passé, telle affaire, tout ça. Ouais. Puis là, la NASA sur place, puis ainsi de suite. Quand c'est rendu que la NASA se déplace sur le terrain... juste ça, tu viens de me dire que la NASA s'est déplacée dans l'endroit où est-ce qu'il y a eu un atterrissage ou une observation d'OVNI. Juste ça, tu viens de me... Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est drôle, hein? Non, ça, c'est vraiment vrai, mais c'est dans les archives sur Internet. Quand c'est rendu que la NASA se déplace pour aller rencontrer les gens, parce que ça, c'est vraiment sérieux, là. C'est vraiment concret, leurs enfants. Puis, qu'est-ce qui est le fun pour moi, c'est que t'es à 5 minutes de chez nous. Fait que moi, je peux aller voir les gens aussi sans problème, pour aller les rencontrer, pour mettre mon scénario encore plus crédible. Puis on se le cachera pas, c'est un sujet, les ovnis, qui touche tout le monde dans le fond. Il y a des gens qui vont en parler, il y a des gens qui sont un petit peu réticents à en parler parce que pas tout le monde qui sont ouverts à en parler. Il y en a qui ont vu, qui parleront jamais, il y en a qui ont vu, qui vont en parler comme moi, c'est sûr que j'en ai vu. Il y a d'autres gens qui l'ont vu, puis je suis persuadé que dans le coin de Lévis aussi, il y en a qui... juste dans mon secteur, Lobinière, Donnacona, mon Dieu, sur l'est du Québec aussi, en Gaspésie, il y en a de partout. Il y a des témoins de partout. C'est pas juste Made in USA, ça là c'est partout qu'on voit de ces genres de phénomènes-là. C'est ça, pas comme les Américains. Là, il y a des Québécois, il y a des Canadiens, il y a de toutes sortes de pays qui l'envoient, la France, et ainsi de suite. Surtout aussi la France, ça c'est vrai, c'est un bon point parce qu'il y a énormément d'observations dans ce secteur-là depuis des années et c'est pas dur, ça date dans le temps mon Dieu, regarde juste recule, il y a 2000 ans. 2000 ans, puis tu regardes dans juste la Bible, là, il en parle là-dedans. Fait que, tu sais, ça date de... Mon Dieu, c'est tellement... Ça fait des millénaires, je te dirais que ça existe, ce phénomène-là. C'est juste que il y a eu beaucoup aussi par contre, de trucs, c'est peut-être seulement que la planète, une étoile. Il y a beaucoup de médisance là-dedans. Là. C'est pas tout à fait toujours ça. Mais en moyenne, je te dirais que oui. Oui, puis surtout que là, aujourd'hui, on a, comme moi, caméraman, là, c'est sûr qu'on a des super bonnes caméras pour filmer. Sauf que il y a en tout cas, du filmage, des fois, c'est comme tabarnouche, si tu veux, c'est pas vrai. Tu sais, on va dire aujourd'hui, avec la technologie que les gars ont aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi avec n'importe quoi, là. Mais, écoute, quand c'est rendu que la NASA débarque à la maison, là, c'est concret, là. Surtout que le terrain d'où la secoupe avait atterri, c'était comme brûlé, là. Pas brûlé, mettons, avec une cigarette, là. C'était brûlé bizarrement, là, d'azote, là. En tout cas, bref. Mais regarde,
Ça, là, si c'est pas la NASA, c'est les Men in Black qui débarquent pour que tu fermes ta boîte, dans le fond. Parce que la plupart du temps, c'est ça. C'est ça, pareil. Il y en a qui veulent te faire taire. Et nos fameux gouvernements, l'armée aussi, ça débarque des fois dans ce temps-là. Mais je te dirais que sans que ça soit des méprises, il y a des choses, des fois, que effectivement, tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas, et tu as des preuves physiques, comme tu viens de me parler qu'il y a des preuves au sol dans le coin de ce que tu dis. Ça, juste ça parle, là. On n'a pas besoin de... Ça, exact. Ça, c'est ça. C'est ça que j'aime bien, ton histoire, je l'aime bien. Il y a beaucoup... Combien qu'il y a de personnes... Je connais un peu ton histoire, mais je veux te l'entendre dire. Combien qu'il y avait de témoins à cette époque-là? Ben, tu vois, ça s'est passé comme en deux étapes, dans les années 60 et les années 80. Comme témoin, là, je peux dire au moins, il y en a cinq ont été interviewés. Au moins peut-être une bonne dizaine de personnes qui ont été rencontrées par la NASA. Puis là, là-dedans, il y a des adolescents, mais il y a des adultes aussi. Fait que c'est comme, c'est pas juste une parole d'ado, là. Mm-hmm. C'est comme, les adultes aussi ont été interviewés par la NASA. Fait que, ben, oui. Mais moi, j'ai une question personnelle à toi. Oui. Est-ce que tu en as déjà vu des ovnis? Moi, j'en ai vu une au-dessus d'hôtel. Ça s'appelle la Valleyfield, l'hôtel Delta. Ah ouais? Je l'ai vu à peu près, ça avait l'air d'un forme de cigare. Oh! Ça, c'est fréquent. Ça, c'est fréquent. J'en ai vu une cet automne avec... on était 5 témoins en forme de cigare. C'est énorme, là. C'est énorme ce que tu dis. Puis en plus, au-dessus encore d'un autre hôtel, mon Dieu, tu as Place Bonaventure, ensuite au Delta. À Montréal. Ben oui. C'est à Montréal, mais là, il y a encore beaucoup plus de témoins que moi dans mon coin ici à Valleyfield. Les autres à Montréal, écoute, c'était au-dessus du building. Puis il y avait des policiers, il y avait des gens sur place qui se baignaient même. Des journalistes ont été là, photographiés. Puis c'est sûr qu'on n'est pas tout ça dans le monde, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. De prétendre qu'on serait seul, ça serait d'être, je te dirais pas, ben, égoïste ou tout. Je sais pas, petit nombriliste. Parce que, regarde, c'est impossible, là. On n'est pas on n'est pas le nombril du monde, là. L'univers tourne pas autour de la Terre, là. C'est non, nous. C'est sûr, non, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Puis, face à ça, quand j'ai rencontré la personne, quand je commençais à parler de mon projet de film, quand elle a vu les photos de ma soucoupe, parce qu'on va en discuter, ma belle soucoupe qui s'en vient. Oui, justement, on va en parler tantôt. Mais avant... Quand elle a vu les photos, elle dit non, elle dit, je suis pas capable, elle dit, ça ressemble vraiment à ça. Voyons donc, là, c'est comme, ah ouais. Tu sais, là, dans un sens, je capotais, mais j'étais comme, ailleurs, j'étais tout super surpris de ça. J'étais en barnouche choqué. Parce que t'as fait, toi, quand t'as fait ton ébauche d'engin, tu l'avais pas consulté avant? Non, ça, c'est, j'avais consulté au moins une trentaine de photos. Puis, je me suis dit, bon, OK, je vais la modifier comme ça, je vais la modifier demain, je vais faire ça comme ça. Puis, écoute, ça va être un engin vraiment qui va être... quand on va être vraiment fini, mais qu'on la sort du showroom, c'est sûr qu'on ne passera pas inaperçu, même que peut-être... je vais peut-être te demander de la faire louer, parce qu'elle va vraiment être belle avec les lumières, et ainsi de suite. Là, c'est sûr qu'on va faire des essais, OK, cet été avec... Il va y avoir des lumières avec, donc on va la grimper. Ça va être venu par hélico, là. C'est pas une vraie, là. Je rassure les gens que c'est pas une vraie qu'on va voir dans le ciel, puis dans le ciel de Lévis, là, c'est de Brossard, je veux dire. Puis non, ça va être venu par hélico, fait qu'on va faire des tests avec pour la balancer pour le tournage. Parce que tu tournes dans ce coin-là, justement, là. À Brossard, oui. OK. Près de l'autoroute 10 puis de l'autoroute 30. Là, t'es dans le jus un peu parce que t'es dans pleine écriture de ton scénario. Et en plus, tu fais fabriquer ton engin en Ontario. Oui. Et la dimension? De l'argent, c'est 14 pieds de large et 3 pieds de haut. Fait que c'est sûr qu'on ne passera pas inaperçu. On va la grimper le maximum à 500 pieds dans les airs. Puis à 500 pieds dans les airs, ça paraîtra pas juste d'une petite boule de lumière. Là. On va vraiment voir là, des angles de soucoupe.
Puis j'espère d'être invité à Lévis pour aller vous la montrer. Ça va me faire très plaisir. Ça, c'est clair. Ça fait partie de mes plans de match. J'aimerais ça voir ça parce que je suis certaine qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont vouloir venir en studio justement pour voir un engin de cette taille-là. J'essaie juste de m'imaginer, toi, sur la 20 avec un engin sur un trailer. Où est-ce que les gens vont comme, mon Dieu, que c'est ça? Hey, fais-toi juste pas suivre par un truck d'armée, là, tu vas faire la chienne. Tout le monde va avoir la chienne partout. Ils vont penser que c'est... J'espère de pas faire arrêter à chaque 5 minutes. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec, monsieur? Est-ce qu'on peut prendre une photo avec? Parce que sinon, de Valleyfield à Lévis, ça va me prendre quasiment 7-8 heures de route. Je pense pas que les gens t'arrêtent sur la 20, mais par contre, ça, faudrait que, étant donné que ton auto est lettrée, de toute façon, pour avec ta compagnie, c'est écrit Production Malima. Malima sur ton véhicule? Malima, oui. Bien, j'espère qu'ils vont faire le lien, que c'est pour une maison de production, c'est ça. Mais ils vont tous se demander où est-ce que tu t'en vas avec ça? Mais il y a de la place en masse dans le parking, c'est en arrière, si tu veux déposer ton petit engin. Ça, c'est clair. Je veux voir ça de mes yeux, puis je pense qu'on va voir... J'invite les gens à venir la voir, ça, c'est sûr, parce que voir une soucoupe, même moi, je vais être super content de voir une soucoupe, Caroline, mais que je la mette dans le stationnement chez nous. Le monde va dire, écoute, il est malade, mon voisin, lui. On passe tous pour des fous parce qu'on croit ça. Fait que casse pas ta tête. Tu seras pas tout seul dans cette situation-là. En fait, mais l'autre question que je voulais te demander, là, est-ce que tu as tous tes comédiens? Je les ai pas toutes. C'est sûr que là, je commence déjà. Avec l'écriture, là, j'ai une bonne base de mes personnages. Okay. C'est sûr que si les gens veulent m'envoyer leur CV ou quoi que ce soit, communiquer avec moi par email, ça va me faire très plaisir. Je suis ouvert à tout. Est-ce qu'ils sont obligés d'être membres UDA ou non? Pas du tout. OK, non. Parfait. C'est bon à savoir parce qu'il y en a beaucoup qui se disent j'ai pas de chance, je suis pas membre ou peu importe, là. Même que ça me ferait plaisir parce que c'est sûr qu'avec ce court-métrage-là qui s'en vient, écoute, ça va être... Je sais pas si ça va être planétaire, là, sans que je me vante, là, mais ça va faire jaser beaucoup. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça va être... Oui. C'est sûr que ça va faire jaser planétairement parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui viennent d'Europe, d'ailleurs, que je les salue. Je les remercie d'être là à toutes les émissions parce que oui, j'en ai plusieurs réguliers d'ailleurs. Je te dirais une centaine certains de l'Europe, sinon plus, là. En tout cas, oui, c'est sûr que tu vas te faire jaser, mais pas juste ça. C'est que les gens, quand ils vont venir ici puis qu'ils voient ça, cet engin-là dans la cour en arrière, combien de selfies qui vont être pris à côté d'une soucoupe? Et combien de profils Facebook qui vont voir ta soucoupe dessus? Ben moi, c'est sûr que moi, je vais être impressionné de voir les gens là-bas. Les gens, eux, vont être impressionnés de voir la soucoupe. Ça va être drôle, ça va être vraiment le fun. Belle ambiance, tu vas en voir. Puis j'invite les gens à venir la voir, là. Franchement, là, c'est mon petit bébé, dans le fond, là, de la façon. Écoute, c'est sûr qu'à 500 pieds, mais qu'on la grimpe, c'est sûr que ça va partir, là. C'est comme, il y a une ovni ici, là. Là, la Sûreté du Québec est avertie. Oui, exactement. Ça, c'est quoi les démarches, justement, pour faire un film comme ça, pour pas faire trop capoter le monde, là? C'est quoi les démarches que tu as faites? D'avoir, quand on va voir comme les lieux de tournage, c'est d'avoir l'autorisation de tourner à cette place-là. Et justement, vu que c'est un ovni, les avertis qu'il va y avoir un ovni telle date, entre telle heure et telle heure. Le policier est super gentil. Là, il partait, il dit, écoutez, M. Lafayette, il dit, c'est sûr que ça va appeler. Les gens, ils appellent déjà quand ils voient un genre de montgolfière dans le ciel. Il dit, il partait, il dit, imagine, toi, ta soucoupe à 500 pieds dans le noir, avec les lumières alentour. Puis là, ça qu'il dit, OK, là, on sait quoi dire. Là, c'est un tournage, paniquez pas, c'est pas une vraie, on se fait pas envahir. Fait, non, là, il est parti à rire, il était compréhensif. Là, les gens sont très ouverts là-dessus. Puis c'est ça qui est le fun quand tu vas avoir des lieux de tournage, puis tu rencontres toutes sortes de personnes. C'est vraiment génial. As-tu déjà consulté un enquêteur, ufologue?
Pour ton cas, mettons, que tu as vu, il y a, je sais pas, c'est quand tu as vu ça, tu disais, au-dessus de l'hôtel Delta? Là, tu me l'as-tu dit? 2017, oui. Hey, c'est récent! Oui, ça, c'est récent. Puis qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est que j'ai même pas le temps de sortir mon cellulaire puis de prendre des photos ou quoi que ce soit. Ça se passe tellement vite des fois, là. Oui, il y en a qui ont le temps de le prendre parce que ça dure plus longtemps. J'ai même pas eu le temps, mais je l'ai vu, je me fais pas vu. J'ai encore des bons yeux à 46 ans, là. Mais non, des fois, ça se passe tellement vite. Puis aussi, t'es tout estomaqué de voir ça. T'es tout surpris. Ça arrive pas tous les jours. Puis t'as vu ça vers quelle heure? Est-ce que c'est en plein jour ou le soir? On était en train de prendre une marche. Il faisait clair. C'était l'été. Donc, à peu près, mettons, à 19h. En plein jour, comme? Ouais, 19h. Puis pour voir les lumières qui étaient après, il fallait vraiment que ce soit des lumières époustouflantes. Là. Ah, parce qu'il y avait des lumières, toi, sous le tien? Ouais. Là, ça partait, mettons, de haut en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu sais, mettons, si je peux donner comme idée aux gens, là, ça flashait de bas en haut. 4 fois de même. Ah, ouais. Oh non. La mienne n'avait pas de lumière. C'est le soleil qui reflétait dessus. Il était 5h15, nous autres, en plein après-midi, là. Puis c'est le soleil qui l'a trahi parce que vraiment, il reflétait dessus tellement fort. Je pensais que c'était un bouquet de ballons à l'hélium gonflé, mais tu sais, en argenté, là. Mais mon chum, il les a regardés avec ses longues vues, puis il a fait non. C'est un avion, pas d'aile, pas de queue. Fait que c'est un avion, là. C'est vraiment un cylindre. Mais on ne sait pas. Exactement. Mais tu sais, encore là, il faut que je mette une mise au point là-dessus pour tous les auditeurs. C'est quand on parle OVNI, là, ça ne veut pas dire extraterrestre. Hein? Ça, c'est faux. Je vais le dire souvent parce que c'est un objet volant non identifié. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas une espèce de truc expérimental de l'armée ou d'un richissime qui veut faire des essais avec un truc. Tu sais, on ne sait pas. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a des extraterrestres là-dedans. C'est juste ça. Il y a des possibilités parce que faut pas voir c'est conduit par quelque chose ou quelqu'un là-dedans. Ça, c'est pas téléguidé, ça, là, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mais encore là, c'est encore drôle, hein, parce que les drones de l'armée, c'est gros comme un Cessna, plus gros qu'un Cessna, puis c'est téléguidé. Il n'y a pas personne là-dedans, là. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il n'y a plus rien qui me surprend, moi, de tout ça. Non. Dans les années 2000, il n'y a plus rien qui peut arriver. Oui, c'est ça. Tout peut arriver. C'est ça, exactement. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, juste faire un petit point, vu qu'on n'a pas parlé, il y avait une créature aussi. Oui! Quand c'est arrivé dans les années 60. Il y avait une créature que je vais essayer, avec les détails qu'eux m'ont donné, de la recréer pour essayer de donner le plus de crédibilité à mon film, à mon court-métrage. Est-ce que tu as une idée de l'apparence de la créature? Est-ce que quelqu'un t'a décrit? Ben, c'est sûr que c'est décrit. Puis quand je vais les rencontrer aussi encore les gens, ils vont m'en décrire encore deux fois plus. Là. Oui, c'est là, j'ai pas le texte devant moi, là, mais la peau était crapue, qu'on dit ça, comme un crapaud, là. Oui. Avec des petites bosses. Des pustules, genre. Comme une gueule, c'est un crapaud. Oui, c'est ça, de couleur foncée. OK. 5 doigts. 5 doigts? OK. Oui, 5 doigts comme l'humain. Les yeux, c'est sûr que c'était des gros yeux noirs, là. C'est comme qu'on voit d'habitude sur des photos ou des archives. La grandeur que ça avait, est-ce qu'on te l'a dit? Pas plus haut que 4 pieds, mais c'est vraiment 3 pieds puis 4 pieds que c'est indiqué. Fait que c'est des petits hommes, là. C'est pas des gens ferrés, là. C'est des petits hommes, là. Faut pas mal qu'il y a peut-être d'autres créatures qui sont plus grandes, là. Mais la créature qui a été observée près de Val-les-Filles, entre 3 pieds et 4 pieds de haut. OK. 3 pieds, 4 pieds. C'est un peu comme les petits gris qu'on parle, là. Ça, c'est les plus connus des extraterrestres, si on veut, là. On dit extraterrestres encore, là. Il y a tellement de suppositions et de... mon Dieu, il y a tellement de théories là-dessus, là. Il y en a qui vont dire que ça vient déjà d'ici. Il y en a qui c'est... Tu sais, parce que plusieurs fois, on va voir des petits gris ou des grands gris, mais on ne voit pas l'engin. Ils viennent d'où? Comment est-ce qu'on fait pour apparaître là? On ne le sait pas. Puis, à force de connaître plein de gens, là, j'ai été... en tout cas, par pur hasard, j'ai été dans un commerce,
que cette personne-là m'a confié qu'avec sa tante, l'a vu la créature lui aussi, mais un petit peu plus loin, peut-être un petit 2 kilomètres plus loin de où il y avait la place de coupe sur le terrain. Okay. Fait que d'après moi, il faut probablement qu'il n'était pas tout seul, la créature. Il y en avait peut-être 2, 3. Mais écoute, quand il le vit avec sa tante, même sa tante lui a posé la question parce que lui était quand même assez jeune, des années 60. Fait qu'elle lui a demandé on va l'appeler Monsieur X, elle lui a demandé à Monsieur X, est-ce que tu as vu la même affaire que moi? Là, lui a répondu oui. Fait que c'est une créature qu'ils ont vue. Fait que si c'est à 2 ou 3, ça se peut aussi, là. OK. Parce qu'à 2-3 kilomètres de distance, il n'a pas couru, là. Il n'y a pas... Fait que d'après moi, là, il y a quelques créatures là-bas. OK. Hey. Mais il n'y avait pas une question d'enlèvement ou quelque chose du genre? Oui, c'est ça. Dans les années 80, ça en a qu'il y a eu un... Oh, c'était une autre année, OK. Ouais. Mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que ça s'est passé à la même place. Fait qu'on sait pas, y a-tu quelque chose qui a attiré leur attention là, sur ce terrain-là, mais il y aurait supposément un enlèvement. Mais là, ça, c'est à confirmer. C'est ceux qui n'ont pas parlé des années 60, mais dans les années 80, ils n'ont parlé. OK, je vais faire comme la joke plate. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, dans ce coin-là, pour attirer il y a toutes sortes de choses qui se passent là, même sur la planète, notre propre planète, qu'on ne sait pas encore les bas-fonds des océans, puis ainsi de suite. Là. Écoute, on peut rester surpris encore pendant plusieurs années. Ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais t'as besoin de combien de figurants ou d'acteurs pour faire un tournage de cette envergure-là? Ben, tu vois, là, une grosse scène à Valleyfield, qu'on va avoir besoin peut-être au moins Suisse. On force pas personne parce que c'est comme un projet quand même assez pas trop de budget. J'essaie de m'en sortir avec un petit peu de budget, même que les figurants vont venir comme bénévoles, les acteurs aussi, s'ils veulent faire comme l'expérience, puis avoir une belle expérience avec nous autres. De figurants, on prend à peu près une cinquantaine. Là. Si j'en ai 50, je vais être très heureux. Si j'en ai 20, on va en avoir 20. Si j'en ai 10, je vais être très heureux pareil. Ben, tu vas organiser ça avec le gars des vues, comme on dit. S'il y a quelque chose, tu vas donner l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Fait que ça va être... d'après moi, ça va être pas pire avec ça, je pense. Ben, en tout cas, je sais que c'est un beau sujet que les gens apprécient d'en parler. Ben oui. Puis j'espère que ça va ouvrir des portes aux gens d'être capable d'en parler aussi, d'être à l'aise d'en parler. Bien, tu vois, c'est pour ça que j'ai un genre d'émission comme ce que j'ai là, parce que, tu sais, moi, j'ai vécu, j'en ai vu de toutes les couleurs, et j'en ai entendu parler de toutes les couleurs, parce que je suis enquêtrice aussi au niveau ufologique, mais je vois souvent des cas, on reçoit souvent des cas assez inusités que tu peux pas t'imaginer, là. Je te dirais je te donnerai pas d'exemple parce qu'il y en a qui vont, ça se peut pas, là. Mais oui, pour moi, je dirais certains cas, oui, ça se peut. Mais c'est pour ça, ce genre d'émission-là, je veux que les gens voient la possibilité puis qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a d'autres choses que leur nombril, là. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui existe à quelque part. C'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Ça, faut se le mettre dans la tête. Tout le monde sur la planète, là. On n'est vraiment pas tout seul dans notre galaxie, ça, c'est sûr. Ben, c'est clair. Puis, c'est sûr que quand on parle de l'enlèvement, écoute, là, la personne est à quelque part, on sait pas trop où, là. Ça, c'est impressionnant, là, quand tu dis qu'il y a un humain qui s'est fait enlever, puis qui est à quelque part dans la Voie lactée, ou qu'est-ce qui arrive, on sait pas, qu'est-ce qu'il fait avec, on le sait pas non plus. OK. Ben, ouais, c'est ça. Mais toi, tu as rencontré ou tu vas rencontrer prochainement les témoins en question? J'en ai rencontré une, puis je vais en rencontrer d'autres. Parce que c'est sûr, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Puis c'est sûr que moi, dans mon scénario, je mets des noms fictifs aussi, ça, c'est sûr, pour pas que les gens... Justement, pour pas que les gens soient ça, c'est un avis à tous les enquêteurs ou à tous ceux qui sont attirés vers ça. Essayez pas de contacter ou faire quoi que ce soit. Premièrement, ça peut juste nuire à ton projet, puis parce que les gens vont se refermer, ils ne voudront plus parler du tout. Et le nom, justement, il ne faut pas que les noms sortent à quelque part. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment, ça serait vraiment pas correct, là, s'il y en a qui... en tout cas, un petit avis comme ça aux gens dans le coin de Valleyfield ou Brossard, ou peu importe, dans le fond. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte de voir ton engin. Fait qu'en principe, si tout est prêt, peut-être, j'aimerais ça que tu sois
là, mettons, qu'il soit prêt en juin, mais je veux pas te pousser dans le derrière non plus pour que ça soit finalisé avant, là. Que ce soit juin ou septembre, si on est capable de le voir en vrai, de toucher, qu'on puisse se faire des selfies avec une belle petite... Je vous le promets, puis je le promets aux gens de Lévis, aussitôt qu'elle va être prêt, j'espère en juin, je vais essayer fortement de l'avoir fini. Je le promets, je vais monter avec là-bas, ça c'est sûr. Pour vous la montrer, puis ça va me faire plaisir, puis tout ça. En juin, j'aimerais bien ça. Sinon, au PDP, comme tu disais, Carole, ben ça serait en septembre. Ouais. Parce que le temps de la préparer, faire des tests, puis de finir de mettre la finition dessus là, pour que ça soit vraiment beau. Là. Parce que c'est pas un Lego quand même. C'est pas une chose qui va être faite avec des Legos, ça va être avec des matériaux bois et ainsi de suite. Mais c'est la peinture qui va vraiment donner le petit cachet de soucoupe volante, là, ça c'est sûr. On va y garder une petite place au chaud dans le parking. Oh, vous êtes fin, vous êtes donc bien fin, j'ai hâte de voir. Ton petit bébé, on va y prendre soin de ton petit bébé. J'ai Jean-François qui m'a écrit pour à Coteau-du-Lac aussi, à côté. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans ce secteur-là. Coteau-du-Lac, ben, c'est à peu près à 5 minutes aussi de Valleyfield. Écoute, c'est sûr que comme on a parlé tantôt, c'est partout, hein. Fait que les gens peuvent en avoir de partout. Que ce soit Coteau-du-Lac, Valleyfield. Je connais pas le secteur vraiment. Moi, je sais, je suis Québec, là, mais je connais pas vraiment le secteur, les villes qui sont autour de ça. J'ai juste passé devant Valleyfield, j'ai pas arrêté. Fait que je sais même pas que ça a de l'air. Fait que ça, c'est... Viens voir ça, c'est une super de belle ville, entourée d'eau, puis on a des ovnis aussi. Non, c'est vrai, quand Jean-François dit oui, Coteau-du-Lac, j'ai entendu dire, oui, qu'il y avait eu des observations aussi. Bon, ben, aie ton œil ouvert si tu veux mettre du vrai matériel dans ton film, au cas où. T'avais pas filmé ça, toi, ton engin que t'as vu, là, ton cigare? Mais non, comme que je t'ai dit tantôt, j'ai même pas le temps de sortir le cellulaire puis de peser sur Ron qui était déjà parti. Genre, si le temps parle, là, puis là, les gens vont dire, ben oui, une autre affaire que c'est peut-être un ballon fonde ou... Ah, ben regarde. Hey, regarde, nous, dans notre cas, on était 5. C'était fixe, ça bougeait pas. Et dès que je suis venue pour prendre mon cellulaire pour filmer, parce que c'est tout ce que j'avais sur la main, ça a parti d'une vitesse tellement fulgurante, là. On a tout comme, voyons donc, de ce qui est rendu. Ça se peut pas, là, partir si vite que ça, là. Fait que je te crois. Tout simplement, je te crois. J'ai pas de doute là-dessus. Puis surtout que, je sais pas si tu te rappelles, cet été, je cherche le mot, là, les Perséides. Oui. Les étoiles filantes. Il y avait moi, ma conjointe, puis ma mère, qu'on était assis. On regardait ça. Ah, c'est beau, là, tu les voyais. Puis à un moment donné, avec d'autres personnes, on a vu des très gros flashs, comme si quelqu'un y avait pris une lampe de poche au-dessus de nous autres, puis qu'il nous avait flashé 2-3 fois. Puis à un moment donné, moi, j'ai vu une sphère bouger. Fait que moi, une sphère style comme l'étoile, une étoile? Non, une sphère comme vraiment comme un secours volante, dans le fond, mais c'était gris, mais je la voyais, j'étais capable. Une boule grise? Ouais, c'était un gros flash, là, deux gros flashs, puis ça, par exemple, j'étais pas seul à avoir ces gros flashs-là. Fait c'est quoi? On le sait pas, on se doute de quoi, mais c'est quand on n'a pas de preuve, on peut pas dire vraiment, c'est ça. C'est une soucoupe ou quoi, là. C'est comme, tout le monde, en tout cas, tous ceux à qui je venais de parler, disent oui, on a vu la même affaire que toi, 2 gros flashs qui sortent de nulle part. Ben, je dirais qu'on est béni quand on est plus qu'un témoin. Parce que sinon, c'est justement, les gens nous sont incrédules. Ça ne croit pas à ça. C'est aussi simple que ça. Hey, merci Yves. On va devoir aller à la pause. J'ai déjà 11h30, malgré ma petite gaffe du début d'émission. Non, mais ça va pas bien. J'ai un œil. Je me sens coque-l'œil aujourd'hui. J'ai un œil qui a fait de... J'ai eu de la poussière dans un œil. Fait que j'ai un œil que je vois rien, puis l'autre... Fait que je vois tout croche. Prends en soin pour être capable de voir d'autres ovnis avec tes yeux, là. Ah, c'est clair. C'est clair que c'est important. Mais ça... Fait que je te remercie beaucoup, Yves Lefebvre, Production Malima. Ceux qui veulent voir comment ça fonctionne, tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai un site Internet aussi. Le site Internet, c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent m'écrire sur mon email, puis ça va direct dans mon email personnel. Bon, parfait. Ça me fait plaisir. Ton adresse email, c'est quoi? C'est le Lima, Lima,
Lefebvre, Lefebvre, @hotmail.com. OK. Fait que si tu as des demandes, des gens qui veulent, qui aimeraient ça tourner là-dedans, ben Oui. c'est à toi qu'on s'adresse, à moins que les gens peuvent m'écrire à moi aussi sur Zone Parallèle. Je te référerai les noms des personnes qui seraient intéressées. Il n'y a pas de problème, ça, je suis très ouvert. Puis, encore une fois, un autre remercie à la station CJMD de 96.9 de m'avoir donné du temps d'antenne. On n'a pas fini avec toi, mon ami. Et de toi aussi, Carole, très gentil. Ben, tu vois, je te rappelle, ça, c'est sûr qu'on va s'arc-jaser parce que c'est bien, bien intéressant. Juste à ça, Je vous attends, puis moi, comme j'ai dit tantôt, fait qu'aussitôt c'est prêt, on amène la soucoupe à Lévis. Ben, d'ici ce temps-là, on va s'arc-jaser, certain. Parfait, ça. Merci beaucoup. Merci. Bye. OK, bye-bye. OK, on s'en va à la pause. On vous revient tout de suite après avec nos invités en studio. De retour en ondes, mais avant de parler avec nos invités, premièrement, je vais vous donner un petit cue de météo. Il fait présentement -4 ici à Lévis. Cet après-midi, toujours -4. Le ciel sera variable avec quelques flocons isolés en après-midi. Possibilité de 40% de 1 cm de neige. C'est pas beaucoup comparé à ce qui nous est tombé dessus depuis certains temps. Mais en tout cas, on se plaignera pas. Parce que j'ai juste fait ça, me plaindre, moi, depuis le début, avec mon 12 pieds de neige que j'en avais de la maison. Mais bref, aussi, j'ai un petit truc à vous faire entendre dans pour l'émission. C'est une genre de publicité. J'espère juste que j'ai pas mis je pense que j'ai fait de quoi de pas correct encore. Je vais l'enlever. Donnez-moi 2 petites secondes. Ça, on enlève ça de là. Je vais vous partir l'audio. Je vais vous faire entendre ça. On vous revient tout de suite après. Prochaine histoire, ça s'est passé un petit peu au nord de Venise. Ça s'est passé récemment, le 11 février 2012. Et voici l'histoire. 23 heures. Cette affaire a beaucoup fait parler d'elle en Italie, et ce, bien qu'il n'y ait pas d'observation d'OVNI associée. Un livre lui a été consacré. Ce samedi soir, le signor LD était en train de rentrer en voiture à sa maison, et quand il arriva au niveau du second rond-point de Mortigliano, non loin d'Udine, il aperçut un insolite rassemblement d'automobiles arrêtés juste à côté. Curieux, il s'immobilisa lui aussi et sortit de son véhicule et tenta d'avertir sa famille d'un retard possible, mais en vain, car son téléphone portable ne fonctionnait pas. Il s'approcha alors des autos stoppées et, à sa grande stupeur, vit au milieu de la route une insolite créature qui marchait en titubant. Sans s'affoler, il prit une lampe torche et illumina l'étrange individu. Il s'agissait d'un être immense, d'environ 4 mètres de hauteur, extrêmement maigre, avec une peau d'apparence gris clair. Ses bras et ses jambes exhibaient des tendons très visibles. Dans les voitures stoppées, le témoin vit au moins 4 autres personnes, 2 hommes et 2 femmes qui, plus tard, témoignèrent sous anonymat auprès de l'ufologue Antonio Ciumiento. Elles déclarèrent être restées stupéfiées dans leur voiture près d'une demi-heure avant l'arrivée du seigneur LD. Elles avaient pris l'être, alors agenouillé au milieu du rond-point, pour une personne blessée et ayant besoin de soins, et s'étaient approchées de lui pour lui porter secours. Mais l'être s'était alors relevé d'un coup, révélant sa taille immense, et les témoins affolés avaient regagné leur voiture en courant et s'y étaient barricadés. Il est à noter dans cet épisode que toutes les voitures étaient en panne, à l'exception de celle du signor LD. En outre, les lumières des lampadaires de la route ne cessaient de s'allumer et de s'éteindre, et tous les téléphones étaient en panne, y compris les systèmes photo et vidéo. Quelques-uns tentèrent de ressortir des voitures, mais l'humanoïde s'approcha immédiatement à grandes enjambées, et ils rentrèrent précipitamment.
Toutefois, l'être passa à côté des véhicules sans y prêter la moindre attention. 10 minutes environ après l'arrivée du signal LD, une voiture arriva et, en illuminant la route, et à ce moment, l'être étrange se déplaça dans un champ voisin où il disparut bientôt, enveloppé par l'obscurité. Il est à noter que l'être avait déjà été aperçu la soirée précédente par plusieurs témoins dans les environs d'Oderzo et qu'un éleveur d'Autruche l'observa le lendemain, 60 kilomètres plus loin. M. Tambellini a fait un portrait du personnage dont le visage ressemble assez à celui d'un batracien. Mais d'après le tableau d'artiste que M. Ciumiento a fait réaliser, l'individu avait plutôt une face cauchemardesque. Ce dernier a d'ailleurs consacré un livre entier à cette affaire et l'enquête court toujours. La durée de l'observation ce soir-là peut donc être estimée à 40 minutes et la distance à 2-3 mètres quand les témoins ont tenté de s'approcher de l'être. The Alternative Radio. La station du Mont-Clair. La radio. Veux-tu bien me dire comment ça se fait que je sais pas ce que j'ai avec mon système ce matin, il part des affaires tout seul. On doit être hanté dans le studio. Il y a quelque chose qui se passe, pas normal, ça. Je suis pas cruche à ce point-là, ça se peut pas. On vient d'entendre le cas de Mortegliano, qui est en Italie. C'est un cas qui a été vu le 11 février 2012. C'est quand même pas si vieux que ça. Et le narrateur était Jean Simard. Et en début, juste avant la narration, on a entendu Yann Vadnet parce que c'est tiré d'un segment vidéo du dernier souper ufologique à Québec organisé par le Garpan, dans lequel a été présenté l'un des cas des rencontres rapprochées du troisième type, ce qu'on appelle les RR3. C'est tiré du nouveau livre d'Éric Zurcher que nous avons d'ailleurs reçu à l'émission le 8 décembre dernier. Et vous pouvez aussi vous procurer ce livre publié aux éditions Garpan sur le site shop.garpan.ca. Le livre, c'est un livre de 276 pages, abondamment illustré par l'auteur Éric Zurcher, qui a vraiment, il est très bon en dessin en plus parce qu'il a étudié là-dedans en art. Et le tout va se vendre ici pour la somme de 30 $ plus les frais d'expédition pour ceux qui veulent le commander en ligne. Alors, merci Yann Vadnet pour cet extrait qu'on a pu entendre. Tout ça, en fait, ça prouve que c'est partout dans le monde le genre de trucs ufologiques comme ça, les rencontres rapprochées du troisième type, ou que ce soit même l'observation d'un ovni. Il y en a partout. Mais ça fit tellement bien avec nos invités d'aujourd'hui parce que aujourd'hui on reçoit Rodolphe Sanson et Donald Tremblay. Je suis bien ça, hein? J'ai dit correct. Oui. Vous êtes là, vos micros fonctionnent. Oui, vous pouvez parler. Bonjour, messieurs. Bon matin. Ça va bien? Bonjour à tous. Approchez-vous un peu plus du micro, comme ça, qu'on vous entende très bien. OK. Moi, on a tellement de questions et la chose qui m'est revenue le plus souvent en question, c'est, ça existe encore, ça? Le mouvement raélien, tout le monde pensait que c'était mort et enterré, mais non, ça m'a l'air que non. Moi, je savais que ça existe encore parce qu'on voit quand même passer des affaires de temps en temps. Mais de là, je pensais pas avoir autant de messages. Jean-François, tu es avec nous aussi en ondes, tu nous entends bien? Ben oui, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je sais que Jean-François aussi, tu vas avoir des tonnes de questions à leur poser, mais... sûr! C'est sûr! Mais avant de poser mes questions, je vais vous lire ce qu'on retrouve sur Wikipédia en description du mouvement raélien, initialement appelé Madesh. Je ne sais pas si ça existe, si c'est encore comme ça, mais c'est ça qui est écrit sur Wikipédia. C'est un mouvement d'accueil des Elohim, créateurs de l'humanité, a été fondé par le Français Claude Vorillon, dit Raël en 1974. La doctrine du mouvement se fonde sur les contacts qu'aurait eu Raël avec les extraterrestres techniquement avancés. Les Elohim qui auraient créé la vie sur Terre, ainsi que plusieurs religions comme le christianisme, le judaïsme
et l'islam. Tu vois, ça, je savais pas ça, pas en tout. Mais la liste est longue de tout ce qu'on a écrit là-dessus, mais je peux pas tout dire parce que je pense que je finissais plus de descendre sur mon écran d'ordinateur parce qu'ils en disent vraiment long. C'est tellement bien décortiqué aussi. Mais j'ai aussi plusieurs questions qui viennent du public et de notre chroniqueur Jean Morissette qui était censé être en studio aujourd'hui, mais il travaille, fait qu'il peut pas être là. Mais Jean-François aussi, que c'est sûr que tu as sûrement des tonnes de questions aussi, hein? Ben oui, tu sais, je pense que quand on fait partie d'un mouvement comme ça puis qu'on accepte de venir à la radio, il faut forcément comprendre qu'on va se faire poser des questions quand même, tu sais, c'est quand même peut-être un peu touché, mais tu sais, je rassure tout le monde, on est très professionnel, on ne veut pas attaquer personne, mais je crois que les gens ont beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a eu tellement de politique dans les médias que c'est sûr que là, on aimerait un peu comprendre tout ce qui se passe avec ça. Ben, tu vois, juste en partant, oui, j'en ai eu des questions, c'était plutôt dénigrant. Je ne les poserai même pas. J'avertis le public, je ne les poserai pas parce que j'ai un respect pour tout le monde. Tout le monde a ses croyances. Et je respecte ça. Ben, ça ne veut pas dire que pas parce que les autres croient quelque chose que je vais automatiquement y croire, mais et à l'inverse. Parce qu'ils peut-être qu'ils ne croient pas à ce que moi je vais dire non plus. Mais ça, bref, chacun a ses croyances et je respecte ça. Mais je pense aussi, que c'est notre mission quand même, hein, de donner une plateforme, mais quand même de faire ça dans le respect, que ce soit n'importe quelle religion. On est là quand même pour discuter d'une façon extrêmement professionnelle. Exactement. Et comme je dis à Rodolphe au téléphone cette semaine, j'ai dit, je le dirais en ondes, j'ai eu tellement de messages qui me disaient « Fais attention! Si tu reçois des Raéliens, ils vont te traîner en cours. » Il est parti à rire. Il rit encore. Effectivement. Il a ri encore. C'est assez cocasse. Oui, c'est assez cocasse. Mais là, ils ont voulu me foutre la chienne à quelque part. Là. Je peux-tu parler? Je peux-tu poser des questions sans... Mon but n'est réellement pas de dénigrer personne en partant, soyez-en rassurés. Mais de toute façon, c'est une station de radio communautaire. Puis je suis bénévole. Fait que vous ne retirez pas grand-chose avec moi. Mais c'est ça. C'est vrai qu'il y avait il y a eu quand même... il n'y a pas eu tant que ça, hein, non plus, comme tu me parlais au téléphone. Écoute, quand on manque de respect à toute organisation ou tout organisme, ben il y a la justice qui est là pour faire respecter ses droits, puis ça casse sa possibilité d'exister puis de s'exprimer. Mm-hmm. Ça, c'est tout à fait légitime pour tous. Exactement. Quand on enfreint... quand on enfreint des lois, ben il y a des conséquences. Ben, c'est ça. C'est tout à fait simple. On n'invente rien ce matin. Mais ça vous est arrivé souvent? Écoute... non, pas vraiment, à part quelques exceptions. Là. Mais est-ce qu'on parle du mouvement raélien ce matin? Ben oui, justement. J'aimerais ça qu'on explique un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Je veux savoir, qu'est-ce que vous mangez en hiver, vous autres? Parce que, en fait, c'est vrai que la Excuse-moi, je ne vais pas vous interrompre, juste, Carole, excuse-moi, juste pour le bien technique de l'émission. Je ne vous entends pas en studio et je t'entends très faiblement. Donc, si c'est possible, peut-être de monter le son, peut-être. Là, tu m'entends-tu mieux? Encore une petite affaire. OK. Là, tu m'entends-tu mieux? Ça, c'est super. C'est mon micro qui n'est pas le même que d'habitude. C'est peut-être pour ça que tu ne m'entends pas. C'est vrai qu'il faut être à peu près à ça du micro, à 2 pouces du micro pour être sûr qu'on vous entend bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ben, je t'entends un petit peu faible, mais... Maintenant, est-ce que tu m'entends mieux? Là, c'est super. Parfait. J'ai monté le micro en même temps, puis c'est approché. Fait que on vient de faire une pierre deux coups. Un double effet. Alors, moi, j'aimerais, dans un premier temps, peut-être faire un petit résumé. Oui. Du mouvement raélien et de la philosophie. Justement, c'est ça. C'était ma question, parce que je veux bien comprendre avant. Parfait. Alors, je remercie le FM 96.9 Lévis de nous avoir invités ce matin à l'émission. Mon nom, c'est Donald. Je suis raélien depuis plusieurs années. Et puis, avant de vous faire un petit résumé du mouvement raélien et de la philosophie, j'invite les auditeurs à aller sur Internet pour voir notre site raelcanada.org. Alors, sur ce site-là, bien sûr, vous allez retrouver les livres, la philosophie, les objectifs, nos actions humanitaires, et vous allez pouvoir vous faire une opinion très juste de qui on est puis pourquoi on existe.
OK. Alors, je vais vous faire un petit résumé en 5 points, les 5 points les plus importants de notre philosophie. C'est que tout d'abord, les Elohim, qui est un mot hébreu, pluriel, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Alors, les Elohim sont partis de leur planète il y a 25 000 ans, sont venus sur Terre pour y créer la vie. Grâce à une maîtrise parfaite de l'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, les Elohim ont créé toutes les formes de vie que nous connaissons actuellement sur Terre, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les herbivores, les carnivores, les oiseaux, et finalement, ils ont créé l'homme à leur image, et c'est pour ça qu'on retrouve une phrase très, très importante dans la Bible qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». C'est un peu comme la Bible, dans le fond. Exactement. Les traces des Elohim et de leur création, on retrouve ça dans tous les anciens livres religieux, dans les principales religions sur Terre. C'est ça que j'ai vu. Ça commence avec les Sumériens aussi. C'est l'histoire de base est née avec la civilisation sumérienne. Donc, ce que je suis même pas étonné d'entendre ça, c'est effectivement ce que M. affirme. On l'entend là à tour de bras depuis les 40 dernières années. Et je voudrais compléter avec 3 autres points importants. C'est que les Elohim ont créé la vie pendant plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années. Et que lorsqu'ils ont terminé leur création, ils ont décidé de retourner sur leur planète, mais pour nous aider, pour aider l'humanité à cheminer dans la sagesse et dans l'amour jusqu'à notre époque, ils ont décidé d'envoyer des prophètes à différentes époques dans différents peuples. Une 40aine de prophètes au cours de l'humanité. Les principaux prophètes sont Moïse, Bouddha, Mahomet, Jésus. Ces prophètes-là ont été envoyés en prévision de l'époque actuelle que nous vivons, qui est l'époque la plus importante de l'humanité. C'est une époque où on est en mesure de comprendre de façon scientifique et rationnelle nos origines de vie. Alors, c'est pour ça qu'ils ont contacté un dernier prophète qu'ils ont appelé Raël, qui veut dire le messager des Elohim. Donc, on est dans l'âge du Verseau, ou plutôt l'âge de la révélation. L'Apocalypse, ça veut simplement dire la révélation. Donc, on est capable de comprendre nos origines scientifiques, et ils ont demandé à Raël d'écrire des livres, de diffuser ce message-là dans les principales langues, et finalement, notre but ultime, c'est de construire une ambassade où, à ce moment-là, on va pouvoir accueillir les créateurs, c'est-à-dire les Elohim, et aussi avoir un contact officiel avec nos dirigeants politiques. Et ce serait où, ça, cette ambassade-là? Dans l'ensemble, une seule ambassade sur Terre, une ambassade diplomatique, et à ce moment-là, il va y avoir un contact officiel avec nos dirigeants politiques, et les Elohim vont pouvoir, à ce moment-là, nous remettre des connaissances scientifiques, puisqu'ils ont 25 000 ans de technologie, de science et de sagesse en avance sur nous. Alors ça, c'est les grandes lignes de la philosophie raélienne. Alors moi, j'invite les auditeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller sur le site raelcanada.org, parce que vous allez avoir toutes les informations dites de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus complète que mes pauvres mots à moi. Alors, voilà le résumé pour notre philosophie. OK. Et toi, as-tu quelque chose à rajouter, Rodolphe? Je trouve que ce que Donald a dit, c'est tout à fait complet. C'est une synthèse précise comme une vision générale de ce qu'on a à apporter. C'est-à-dire, on a été créé par des scientifiques de l'espace qui ont juste un petit peu d'avance scientifique sur nous. Puis comme nous, bientôt, on va être capable de comprendre le génome humain. Et à notre tour, on va le faire. On va aller créer de la vie ailleurs. Donc, on est manipulé à 100% par quelque chose en haut. C'est ça que vous dites? Je sais pas pourquoi tu emploies ce mot-là, manipuler. Ben, s'ils nous ont créé, ils peuvent manipuler, non? C'est pas... de toute façon, que ce soit les Elohim ou... il y a une création. On vient d'une source. Alors, oui. On n'appelle pas ça de la manipulation. On appelle ça de la création. On a été créé. Moi, si je peux me permettre peut-être une petite analogie de ça, c'est intéressant de voir que dans les anciens textes sumériens, nous avons été créés par ces dieux-là qui sont descendus, en fait, si on regarde au niveau géographique, là, sur la calendrier d'Adam, c'est en Afrique. Et puis, pour justement
ils ont pris un animal issu de la terre, puis ils ont fait un genre d'hybridation pour justement travailler dans les mines d'or, parce que leur but, d'après les textes, je parle des textes sumériens, les tablettes sumériennes découvertes, je pense que c'est en Irak, c'était éventuellement d'aller chercher de l'or pour justement que eux ramènent ça sur leur vaisseau, sur leur planète. Et et voilà, donc c'est sûr que il y a eu différents essais d'après les mythes, et une fois, parce qu'on était des esclaves plus ou moins dociles, si on veut, on aurait reçu l'illumination. Donc, cette petite gêne-là qui fait qu'on a quelque chose de spécial. Mais justement, tantôt, PY à l'émission avant moi, je ne sais pas si vous avez entendu, messieurs, qu'est-ce que PY a dit? L'avez-vous entendu? Je sais que ça avait une ouverture, vous avez une ouverture d'esprit qui est carrément différente de bien des gens, en fait. Ça fait partie d'une règle, d'une loi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous avez droit à tout, vous, dans le sens, je veux dire, tu sais, tout le monde tout nu, on fait du macramé, là. C'est-tu ça? Peut-être pas du macramé, là, mais en tout cas. En fait, moi, j'embarque juste pour le macramé. En fait, il existe une liberté sexuelle, mais dans le respect des lois et dans le respect des gens. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est pas, ça fait partie c'est comme on dit, on peut dire ça? C'est pas une ouverture d'esprit, mais une vivre et laisser vivre, en quelque part. Oui, vivre et laisser vivre, mais toujours dans le respect de la vie, respect des gens, respect des lois. Mm-hmm. Mais oui, notre philosophie nous amène à nous développer, à développer nos qualités, à nous éveiller, à nous épanouir. OK. Parce que je sais que ça a été bien gros publicisé avec les journalistes, les deux femmes qui sont allées, qui sont entrées dans dans le mouvement. Comment est-ce qu'on dit ça, non, ce mot-là? Les deux journalistes, je pense. Infiltrés, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour justement vérifier qu'est-ce qui se passait dans le mouvement réalien. Là, je pense qu'il y avait... c'était pas... moi, j'ai pas trouvé ça... pour eux, c'était nécessaire, mais moi, je me suis dit, tu sais, les gens ils ont les propres religions, donc on leur sac patience, tu sais, mais j'ai trouvé ça un peu... je veux faire un peu d'argent avec ça, mais c'est ça, d'un autre côté, il y avait de l'interrogation au niveau du public. Donc... Oui, puis je me permettrais d'ajouter à ça, mais on va passer vite à autre chose. Ils ont resté sur leur appétit parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans son bouquin à se mettre sous la dent. Je n'ai pas lu. Il y avait plein d'insinuations, mais il n'y avait rien de concret. D'ailleurs, c'est comme... Mais tantôt, on a parlé de liberté puis qu'il n'y avait pas de frontières. Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'il y a un élément bien important, c'est que les Elohim, ceux qui nous ont créés scientifiquement, ils nous ont envoyé aussi, et Raël a écrit un livre justement là-dessus, la méditation sensuelle. Oui, c'est quoi ça? Méditer, ça vient du latin meditare, ça veut dire s'exercer. OK. Et exercer ses sens. La meilleure façon d'être épanoui, d'être heureux, de vivre l'instant présent, c'est grâce à nos sens. OK. Alors, il y a une méditation sensuelle qui est enseignée pour nous aider à nous épanouir. Mais bien sûr que les journalistes, les médias, les bien-pensants ont utilisé ça pour en faire des connotations sexuelles, ce qui est tout à fait faux. C'est une fausseté totale. Okay. Puis on nous ramène souvent ça dans toute entrevue. C'est une fausseté totale. On parle de sensualité. Okay. C'est d'exercer ses sens pour en retirer le plus de plaisir possible pendant le court moment où on est sur Terre. C'est uniquement ça. Et il y a une méditation qui va avec ça, un exercice de méditation qu'on pourrait faire ici quelques minutes si vous en avez envie pour que vous sachiez vraiment qu'est-ce que c'est. Arrêtez d'interpréter. Là, on aurait vraiment l'heure juste sur ce qu'est la méditation sensuelle. Je crois que ce qui avait mis mal à l'aise ce genre de choses-là, parce qu'on s'entend-tu qu'il y a des gens qui aillent dans les camps de nudistes, qui se promènent tout nu. Oui, c'est pas tout le monde c'est ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller là dans un camp de nudistes. Là. Mais je pense que le problème, c'est pas tellement les gens qu'on s'entende dans la mesure où
moi, j'ai le goût de faire du macramé, let's go, je vais me monter à la carte de bingo, puis on médite ensemble. M'a tricoté une belle capote. Ben oui. C'est ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, ces affaires-là non plus. Tu sais, il n'y a pas de problème à ça, mais je veux dire, je pense que quand on inclut, là, je pense que le Québec est très sensible à ce niveau-là, c'est quand on sent qu'il y a des enfants qui sont initiés à ce genre de choses-là et qui auraient pu avoir abus. Je pense que c'est là que le malaise s'installe. Est-ce que je me trompe? Écoute, dans notre organisation, moi, je suis raélien depuis 41 ans. Au crème! Depuis 1978. C'est dans les tout débuts? Oui, c'est dans les tout débuts à Québec. Okay. Écoute, dans notre mouvement, les gens sont majeurs. Alors, c'est 18 ans et plus. Il n'y a pas d'ados, il n'y a pas de jeunes enfants là-dedans? Ben, les enfants, les ados sont toujours accompagnés des parents. OK, donc le parent est responsable de ses enfants. Exactement. Donc, okay. Mais dans notre organisation, c'est le respect absolu. C'est tolérance. Est-ce qu'il y a un bracelet pour, je sais pas si c'est un mythe, là, apparemment qu'il y a eu une loi qui était pas imposée, mais discutée, de suggérer un bracelet pour savoir qui était mineur ou qui était majeur, pour justement éviter ce genre de choses. Comme je commençais à le dire, c'est que dans notre mouvement, c'est le respect absolu des lois. Et c'est tolérance zéro pour les mineurs et tolérance zéro pour la pédophilie. Okay. Alors, c'est bon de savoir ça, parce que les gens ont cette... Je suis content qu'il en parle, moi. Moi aussi, parce que les gens pensent que c'est une secte à pédophilie. Ce n'est pas une secte. Une secte, ça veut dire qu'ils divisent. Nous, on n'est pas là pour diviser personne. On est une religion. Pour moi, la religion catholique, c'est une forme de secte. Non, en fait, religion, ça vient du latin religare, ça veut dire qui réunit les gens autour d'une idée. Secte, ça veut dire c'est sectaire, ça veut dire section, qui sépare. Nous, on est une religion universelle, une religion internationale, okay. Et on est respectueux à 100% des lois, respectueux à 100% des gens, et il n'y a rien d'obligatoire dans notre mouvement, c'est la liberté. Quand on dit la liberté, ça ne veut pas dire l'obligation, ça veut dire liberté. Okay. Alors, tout va bien. Puis moi, je suis là depuis 41 ans, puis j'ai jamais rien vu qui s'est passé de pas correct dans notre organisation. Okay. Et je suis fier d'en parler aujourd'hui. C'est le respect et le total. Là. C'est okay. vraiment là. Il n'y a pas de touche-moi le zouiz puis moi te toucher le tien. Là. C'est pas ça, c'est chacun pour soi, dans le fond. Ben, entre adultes consentants, je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent chez eux, dans leur chambre à coucher. OK. Comme tout le monde dans la société. Ben oui. Tout simplement. Moi, question, est-ce qu'il y a une dîme à payer comme, tu sais, comme nous, à l'église, on lançait un 5$ dans le basket pour le curé en avant? Mais est-ce que l'islam, un des 5 piliers de l'islam aussi, c'est justement de cotiser? C'est plus ou moins suivi. Mais est-ce que dans le mouvement raélien, il y a une dîme à payer ou un pourcentage de nos revenus qu'on doit absolument donner à l'organisation? Je répondrai en partie. Quand tu reconnais les Elohim comme tes créateurs, tu deviens un raélien. Okay. Un raélien, c'est quelqu'un qui a reconnu les Elohim et qui n'a pas le désir de s'impliquer pour faire connaître les messages. Okay. Par contre, dans le mouvement raélien, il y a une organisation, on appelle ça communément la structure. Okay. Quand tu adhères à la structure, ça veut dire que tu veux t'impliquer, tu veux aider, tu veux faire connaître ce message-là. Et ça inclut aussi une contribution financière. Mais tu n'es pas obligé de contribuer si tu ne fais pas partie de la structure. Pas du tout. Okay. C'est comme, faisons une analogie, c'est comme un catholique non pratiquant qui ne va pas à messe puis qui s'implique pas du tout. Okay. On ne demande pas un sou à la quête. Okay. Il n'en donne pas. Ben, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire. Il y a... J'ai pas terminé un petit peu. Quand on s'implique, puis on dit oui, je veux faire partie de la structure du mouvement raélien international, ça veut dire que là, on s'engage dans une responsabilité de devenir un représentant, d'être quelqu'un qui porte le message, qui le fait rayonner autour de lui, et on demande... Je dis bien on demande, il n'y a aucune obligation, mais on demande, on suggère une contribution
pour l'impression des livres, pour les locations de salles, pour fabriquer des posters. Bien sûr que ça prend un petit peu d'argent et bien sûr que les membres qui font partie de l'organisation, de la structure, sont sollicités sans aucune obligation. Ah, bon. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que ça vous c'est convient? clair. Parce que je pensais qu'il fallait être riche comme Crésus pour rentrer dans une affaire de même. Parce que c'est comme pour les témoins de Jéhovah. Hein? Tu as des règlements, ils viennent chercher une partie de ton salaire. Il faut que tu donnes tout ce que tu as, je pense, aux témoins de Jéhovah. Il faudrait les faire venir pour qu'ils nous l'expliquent. Mais, je pense que ça ressemble à ça. Hein? Il y a des organisations que ça coûte très cher d'en faire partie. Oui, c'est ça. Et nous, on a dans notre organisation des étudiants et des gens qui sont sans travail et qui ne payent aucune cotisation. Puis, il n'y a personne qui les achale avec ça. Là. OK. C'est ça. C'est ça qui est admirable dans notre organisation. Il y a tellement une belle liberté et tellement un grand respect qu'on ne vit pas ça, ces choses-là. Chez nous, la porte est tout le temps ouverte. Les gens peuvent venir voir qui on est. Puis la porte est toujours ouverte pour partir aussi. C'est comme la religion catholique. Je fais juste penser, dans mon secteur, ils passent à toutes les années pour ramasser un montant d'argent, une forme de dîme pour aider l'Église à rester debout. C'est un peu sur le même concept, dans le fond. La seule différence, c'est que nous, c'est pas pour s'enrichir. Puis vivre dans l'opulence au Vatican. C'est pas pour ça, nous. Nous autres, on veut juste diffuser le message. On veut juste le faire connaître sur Terre et on veut construire juste une ambassade pour accueillir nos pères de l'espace, pour qu'ils viennent nous enseigner des choses qu'on a vraiment besoin comme humanité, parce que là, ça va pas tellement bien sur cette planète-là. Il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui souffrent, il y a encore de la violence, de la guerre. On est un peu avancé technologiquement, mais sur le plan moral, on est vraiment des primates, des primitifs. Alors, on a vraiment besoin d'aide. Si on n'y arrive pas nous-mêmes à s'éveiller sur le plan moral, puis devenir une planète, une humanité plus harmonieuse, avec plus de compassion, d'empathie, on va vraiment avoir besoin d'aide parce qu'on ne s'en sortira pas. Mais là, la structure en tant que telle, les sous qui sont donnés, ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour payer des salaires? Est-ce que c'est pour payer Raël, le nourrir, vous nourrir, ou c'est pour une structure quelconque? Aïe, elle est bonne. Non, mais c'est comme j'essaie... Ça me donnait l'exemple avec la Rome. C'est vrai, regarde, ils sont dans une bâtisse avec des murs d'or, là, puis c'est censé prôner pour la pauvreté, là. Ben, il y a plusieurs gens qui sollicitent le Vatican de vendre leurs richesses pour nourrir l'humanité. Exact. Ça serait un des plus grands gestes. Un des premiers grands gestes de compassion de l'humanité et de compassion de l'Église catholique pour redorer un petit peu leur blason parce qu'ils en arrachent pas mal ces temps-ci avec tous les scandales. On n'abordera pas ça. Non. Mais c'est uniquement pour faire connaître le message. Nous, on veut faire connaître le message. On n'est pas dans un monde idéal. Ça prend de l'argent pour louer une salle. Ça prend de l'argent pour faire des posters, faire de la publicité dans les journaux quand on veut faire connaître quelque chose. L'argent est utilisé pour ça et pour aider aussi les pays qui sont pas riches à se développer aussi, puis dans ces pays-là pour qu'on puisse aussi faire de la publicité, faire des activités. Comme là, présentement, Raël est en... Et une partie de cet argent-là est accumulée et engrangée pour construire l'ambassade. Parce que l'ambassade, il va falloir la payer. C'est en pleine négociation. On est, je vous dirais, sans connaître tous les détails, je me permets de dire qu'on est vraiment tout près de conclure avec un pays sur Terre pour avoir un terrain avec la neutralité territoriale, l'espace aérien neutre. Et on va pouvoir vous annoncer quand même assez rapidement qu'il va y avoir la construction d'une ambassade pour accueillir un peuple de l'espace. Une rencontre du troisième type officielle au vu et au su de tous. Non, je vous le dis, c'est... Est-ce que c'est encore Jérusalem qui serait peut-être la candidate idéale? Écoute, on rentre dans les détails que je ne connais pas. Je pense que Jérusalem a eu sa chance. Je pense qu'ils ont rejeté à quelques reprises l'invitation favorable. Je dirais qu'on est passé à autre chose. On est en train de scanner la planète pour trouver un autre endroit pour aller construire
ce merveilleux projet qui s'adresse à toute l'humanité. C'est pas juste à nous, les Raéliens. C'est quelque chose c'est quelque chose d'absolument, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'absolument fantastique que vous soyez d'accord ou pas avec notre croyance, appelons ça une croyance, mais appelons ça plutôt comme notre théorie. Il n'en demeure pas moins que nous, Raéliens, œuvrons pour accomplir ce projet-là sur Terre, c'est-à-dire de construire une ambassade pour tous. C'est pas juste pour nous, c'est pour toute l'humanité, l'avenir de l'humanité qui sera gouverné, supervisé, encouragé, aimé par ceux qui nous ont créés. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux projets dans une vie. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous faites comme œuvre? On parlait d'aider l'humanité. Est-ce que une partie des dîmes qui sont redonnées, exemple, au bon Dieu dans la rue, est-ce que les Raéliens sortent dehors pour donner de la soupe aux itinérants, mettons, à chaque midi? C'est quoi les activités pour aider l'humanité directement, concrètement sur le terrain? Ben, comme mon collègue l'a dit, l'argent sert à diffuser les messages dans toutes les langues du monde, de donner des conférences, faire de la publicité. C'est un des objectifs principaux du mouvement. Et l'autre objectif est de construire l'ambassade pour l'accueil de nos créateurs. Mais entre-temps, nous, on a aussi des activités, j'appelle ça des actions humanitaires, pour aider l'humanité à progresser et à s'éveiller. Puis, je pourrais simplement vous parler du projet One Minute for Peace, une minute pour la paix. J'ai vu ça quelque part. Oui, bien en fait, c'est le Maître Raël qui a initié ça en 2012, qui demande aux gens de méditer pour la paix, une minute à tous les jours ou à tous les heures, selon vos disponibilités, de penser à la planète et d'envoyer des ondes de paix, des ondes d'amour à l'humanité qui en a bien besoin. Et ça, c'est un de nos nombreux projets planétaires, humanitaires, que de faire de la méditation à tous les jours. On en fait tous les lundis soirs, d'ailleurs, sur Zoom, en 3 langues, français, anglais, espagnol, à tous les lundis soirs à 20h55, heure de Montréal. Okay. Et on invite tout le monde à se brancher avec nous. Encore une fois, allez sur le site raelcanada.org. Vous cliquez sur l'onglet événements et vous allez arriver sur la méditation en ligne à tous les lundis soirs, 20h55. Et on envoie de l'amour et de la paix sur la planète. Ça coûte rien, mais ça fait du bien. Puis plusieurs cerveaux ensemble, c'est beaucoup plus puissant qu'on peut l'imaginer. En fait, c'est des messages d'amour bien que sûr, vous lancez à quelque part. C'est comme aimez-vous les uns les autres, comme Jésus disait, ou... Absolument. C'est un peu ça. Oui, on est... La seule différence, au lieu d'être en gougoune puis en robe, c'est on n'a pas grand-chose sur le dos. Oui, puis et pour préciser... Non, mais c'est parce que je dirais que la grande nuance qu'on doit observer dans notre religion, dans notre mouvement, c'est que c'est scientifique. C'est basé sur la science. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a pas d'enfer. C'est une création scientifique par des gens qui ont un petit peu plus d'avance et de connaissances scientifiques que nous. OK. Hey, on va devoir aller à la pause. Oui? Je suis même en retard. Vous voyez... Comme Jean-Marc Parent. Jean-Marc, il débordait tout le temps. Hein? C'est un peu ça. Mais c'est parce que je veux tellement savoir que je regarde pas l'heure passer, mais je regarde la job que je dois faire sur mon écran, par contre. Mais là, on va devoir aller à la pause. On revient tout de suite après. De retour en ondes avec nos invités, M. Sanson. Oups, je viens de perdre. OK. M. Donald Tremblay et Rodolphe Sanson du mouvement raélien. J'avais une question. On parlait de quoi avant? Parce que je veux juste pas trop mélanger les choses, mais j'ai une question. Première. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un veut quitter le mouvement raélien? Et se fait-tu matraquer? Se fait-tu lancer des roches?
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, la porte patio est toujours grande ouverte. C'est grand, c'est une porte patio. C'est grand, une immense. C'est la porte d'un colisée qui est complètement ouverte. Les gens viennent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. C'est de la liberté totale. Personne n'est attaché, personne n'est incité à rester. C'est un respect absolu. Moi, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je suis là-dedans depuis tellement d'années. C'est que je trouve qu'il y a un respect de l'être humain. On se fait confiance. C'est fantastique. Là, présentement, Raël est en Afrique. Il est encore là? Il n'est plus là? Je voulais juste rajouter un petit élément. Oui. Le respect absolu de la vie, c'est un fondement même de notre organisation. À tous les niveaux. C'est une bonne base. Oui, puis même, je dirais plus loin, c'est que le mouvement, les enseignements qu'on a reçus des Elohim par l'intermédiaire de Raël, nous enseignent à devenir le plus nous-mêmes possible. C'est ça, moi, qui m'allume particulièrement, c'est que dans la religion que j'ai découvert, premièrement, j'ai découvert que j'étais un Raélien. Il n'y a personne qui m'a converti. Ça, c'est un autre élément. On n'essaie pas de faire de la propagande pour convertir les foules. Nous, on veut juste trouver ceux qui reconnaissent les Elohim comme le créateur. OK. Mais le respect absolu de la vie, et dans cette organisation-là, on nous encourage à exprimer le plus possible, avec notre conscience, ce que l'on est vraiment. Il n'y a pas aucun standard à l'interne. On n'essaie pas de mouler les gens puis de les endoctriner pour faire un troupeau de gens qui sont complètement pareils, puis qui pensent pareil, puis qui s'habillent pareil, puis qui deviennent conformistes. C'est pas ça du tout. Nous, on nous enseigne et on nous encourage à être nous-mêmes. Ça marche-tu comme à l'église? Parce qu'il y en a qui sont évêques, prêtres ou je sais pas quoi. Là. Vous autres, est-ce que c'est pareil? Bien, dans notre organisation, il y a, dans la structure, il y a le mouvement raélien canadien où il n'y a pas de structure. Les gens sont 100% libres de faire ce qu'ils veulent et de ne pas être actifs. Et il y a le mouvement raélien international, là où il y a une structure. Et dans cette structure, il y a des niveaux de responsabilité qui vont de niveau 1 à niveau 5. Et Rodolphe et moi, nous sommes des niveaux 4, c'est-à-dire des guides prêtres dans la religion raélienne, dans le mouvement raélien. Donc, notre rôle, c'est d'enseigner et on s'implique au niveau national ou régional. Mais c'est ça. Il y a une organisation qui a été mise en place. Niveau 4, c'est guide prêtre. 5, c'est quoi? 5, c'est des guides évêques. OK. Ça fait combien d'années, toi, tu es là-dedans? Moi, ça fait un petit peu plus que de 35 ans que j'ai découvert que j'étais raélien. OK. Donc, ça, là, quelqu'un qui a comment on fait pour obtenir un poste? On va appeler ça un poste. C'est pour vraiment un job, là. Il n'y a pas de CV. On n'a pas besoin de CV. C'est selon... C'est qui vous met comme ça? Est-ce que c'est le grand maître Raël ou... c'est-tu lui qui décide? Bon, toi, je te mets guide. Toi, je te mets évêque. Comment ça fonctionne? Moi, j'oserais dire que dans la stratégie de Raël, de faire connaître les messages sur Terre, lui, il y a toute la planète, toute l'humanité à gérer, c'est-à-dire son objectif est de faire connaître les messages partout sur Terre. Alors, quand quelqu'un, dans un pays, manifeste le désir de s'impliquer et de prendre le flambeau et de faire connaître les messages, alors il lui donne un niveau de responsabilité qui peut être un niveau 3, qui est un assistant guide, ou il peut le nommer en fonction de son potentiel ou des besoins stratégiques. Il peut le nommer guide. Vous comprenez un peu la nuance? Oui. Il y a cet aspect-là qui doit être considéré. Et il y a aussi un autre aspect, quelqu'un qui s'implique, qui collabore, qui participe à tous les projets, bien, et en tenant compte aussi de son éveil, de son ouverture, de sa croissance personnelle, ben parfois, il y a aussi une association qui vient avec. C'est, vu que tu t'impliques et que tu t'éveilles, ben, tu peux gravir, entre guillemets, les échelons de la structure. Comprenez-vous?
Portez-vous des robes quand vous faites vos simagrées de messe, on va appeler ça de même? Ou ben non, vous êtes habillés comme nous autres, là? On est habillés très simplement, selon nos propres goûts. OK. Ah! Il n'y a pas de standard. Surtout. J'allais pour faire une blague. J'allais pour faire une blague, je me la permets. Moi, je me dirais qu'il faut quand même se méfier des gens, des hommes qui portent des robes. Je dirais que je garderais une petite gêne. Ouais, c'est pas gentil pour les Écossais. Je parlerai pas là-dessus. Non, les Écossais, ils ont des robes, ils ont des jupes. Non, il y en a beaucoup qui portent des robes. Faut juste aller dans le désert. J'ai une question. Tantôt, on parlait de position dans l'organisation. On sait que Raël, dans le temps, je sais pas si j'imagine que c'est encore le cas, a des privilèges spéciaux. J'ai pu comprendre qu'il y avait des postes vraiment dédiés aux femmes qui étaient avec Raël, parce que, Raël, c'est le grand maître. Et puis, je sais qu'il y avait le droit d'avoir un harem de femmes qui était consacré seulement que pour lui, corps et âme, et dans la vie après la mort. T'en fais rire une couple, là. Oui, c'est ça. Oui, il y a Eri dans le studio. Toi, tu vois pas. Lui-même qui le dit, on l'a vu à la télévision. Est-ce que les gens, mettons, comme vous, à un certain niveau d'être maître ou, mettons, évêque, est-ce que vous avez certaines... est-ce que vous avez des bonus dans l'organisation? Toi, as-tu 2 femmes? Lui, parce que il a monté de poste à l'interne, mais il va en avoir 3, ça, mettons. Aïe, aïe. Eh ben. Écoute, je sais pas où tu as pris ta référence, là. Ça doit être genre Journal de Québec ou... Non, c'est un documentaire. Oui, c'est un documentaire très crédible. Ça n'a aucun bon sens de raconter des affaires de même. Est-ce que tu vois Raël lui-même le dire, Jean-François, dans ce documentaire-là aussi? En fait, c'est un documentaire sur les Raéliens. Ah oui, fait par qui? En Europe. Et c'est lui-même qui le mentionne. Je peux même trouver l'extrait, puis je vais le mettre sur le site. C'était pendant il y a beaucoup de soirées que Raël fait, où il peut avoir vraiment, ça ressemble un peu au Sea Hog, un peu, là. Puis il y a des femmes qui sont que pour son service à lui. Bon, écoute. Je sais pas quoi dire. Moi, je l'ai pas vu, ce que tu parles. Écoute. Avez-vous une autre question, monsieur? Avez-vous une question qui va nous faire... On travaille sur l'expansion de l'humanité. Est-ce que le mouvement raélien travaille activement au clone? On parlait de clonage dans le temps. Est-ce que Raël a encore le désir de vouloir créer, clouer un humain pour transformer la conscience pour le futur? Parce que c'est quand même quelque chose de gros. Ça a été quand même médiatisé. Je sais qu'il y avait quand même... c'est arrivé en France. Est-ce qu'il y a encore une vision de développer l'humanité dans ce sens-là au niveau génétique? Jean-François, il ne faut pas que tes questions durent une demi-heure parce que l'émission... Mais Donald va te répondre là-dessus, j'ai l'impression. Écoute, bon. mais c'est une bonne question. Écoute, nous, dans notre philosophie, on dit qu'on était créé scientifiquement. Donc, le clonage fait partie des avancées scientifiques. Oui, on est pour le clonage. Mais la compagnie Clonaid n'a rien à voir avec le mouvement raélien international. Ce sont 2 organisations totalement différentes, totalement non associées. Donc, Clonaid font des affaires. Ce sont un groupe de personnes qui se sont associées pour faire des affaires scientifiques. Donc, c'est leur business à eux, mais ça n'a aucun lien avec le mouvement raélien international. OK. 2 dirigeants différents. Il n'y a aucune connexion entre les 2 organisations. C'est pas des Raéliens. Mais il y en avait une dans le temps. Ils ont travaillé ensemble. Non. Le mouvement raélien n'a jamais travaillé avec Clonaid. Il a pu y avoir des gens dans l'organisation de Clonaid où il y avait une raélienne, mais il y avait aussi des catholiques, il y avait d'autres personnes qui faisaient partie de d'autres... Des noirs, des jaunes, des Il y avait des gens de diverses couleurs ou de diverses religions. Ça n'a rien à voir avec les religions. Mais ce qui est important de comprendre pour les auditeurs ce matin, c'est que le mouvement raélien ne subventionne pas Clonaid, ne fait pas des affaires avec Clonaid. Ce sont 2 organismes totalement séparés. Ah, OK. Ah, OK, parfait. Merci beaucoup de l'information. Tu sais, j'ai quand même suivi un peu depuis les années,
que ce soit à partir du fameux centre UFO-LEN ici au Québec, jusqu'à tout le monde en parle, c'est arrivé en ondes avec Raël. C'est sûr que en tant que personne, on a toutes des questions puis des interrogations. Puis moi, je trouve vraiment, vraiment, vraiment très courageux de venir nous éclaircir ici aujourd'hui. Je rajouterais même un petit élément par rapport au clonage. Le clonage, c'est la base même de la possibilité de la vie éternelle. Quand on a lu, pour ceux qui ont lu la Bible, quand on parle de Enoch, Noé, qui ont vécu 7, 8, 900 ans, je n'ai pas les détails précis, ben ça va devenir possible, grâce à la science, qu'on puisse habiter différents corps pour vivre éternellement, parce que bientôt, on va être capable de transférer l'expérience dans l'ordinateur biologique qui est notre cerveau. On va être capable de transposer cette information-là, cloner le corps avec de la nouvelle matière et réimplanter l'expérience dans le cerveau. Non, je sais que c'est un petit choc culturel. Mais non, mais il y a déjà des expériences qui se font là-dessus. Là. Il y a déjà beaucoup d'expériences, voire même peut-être certains scientifiques qui ont réussi. Alors, on va pouvoir vivre éternellement à travers différents corps. Pas sûr que ça me tente. Moi, non, mais ça, c'est un élément. Il y a un autre élément aussi. Il y a quelque chose de très positif au clonage. Si le monde scientifique permettait la recherche et le développement du clonage, il y aurait beaucoup moins de gens qui souffriraient d'une attente d'une greffe d'organes, parce qu'on pourrait les fabriquer. On pourrait cloner des organes pour ceux qui attendent, qui sont dans des hôpitaux puis qui souffrent. On pourrait développer la science du clonage, ne serait-ce que pour ça, en attendant. Es-tu en train de me dire que ceux qui me tapent ses nerfs vont revenir à vie et éternellement? Je vais les avoir sur le dos pendant... Écoute, je sais pas qui tu fréquentes, là. Non, ça arrive des fois qu'il y en a qui nous tapent ses nerfs. C'est clair. C'était une joke, là, vraiment. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations sur le clonage, encore une fois, je vous invite à aller sur le site raelcanada.org. On en parlait là-dedans? Puisqu'il y a un livre qui a été écrit par Maître Aya Raël sur le clonage. Ah bon? Et les livres, vous pouvez télécharger les livres gratuitement. Ah ouais? Fait que si vous voulez vraiment, là, mais vraiment, ceux qui veulent vraiment savoir ce que c'est, allez sur le site raelcanada.org. Tout est là. J'ai une question à Saint-Saëns. Oh boy, ça s'en vient. Vous autres, là, vous deux, est-ce que vous avez déjà vu des Elohim? C'est ça ma question. Moi aussi, j'avais le goût de l'entendre. Hey, gars, ça là, Jeff, là, on est connectés. C'est ça l'affaire. Faites de la télépathie. C'est ça, télépathie. Pourtant, je vois pas sa face nulle part. C'est vraiment... Non, pas vrai. Est-ce que vous avez déjà été témoin? Est-ce que quelqu'un d'autre que Raël qui a vu ça, ces personnages-là? Elohim, les Elohim. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. OK. J'ai jamais vu d'Eloa. OK. Parce que le singulier d'Elohim, c'est Eloa. J'ai jamais vu de soucoupe volante dans le ciel. J'ai vu quelques phénomènes intéressants, mais je peux pas certifier que c'était ça. Mais je connais des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu des engins spatiaux. Ah, ça arrive souvent? Puis j'en ai dans mes proches, dans ma famille ou dans des amis. Bon, on a parlé tantôt justement avec l'invité. À travers le monde, il y a des millions de personnes qui ont été témoins de phénomènes d'OVNI de premier ou de deuxième type. Mais nous, ce matin, on est là pour parler de qui habite les soucoupes volantes, puis pourquoi ils viennent nous voir. C'est ça qui est intéressant de savoir. Pourquoi les extraterrestres viennent nous voir si souvent. Ça va avec mon autre question. Je vais juste une petite parenthèse. C'est drôle parce que sur le terrain, en tant que, là, je mets mon chapeau d'investigateur, c'est drôle de voir la réaction d'un témoin qui vit un phénomène OVNI, qui est traumatisé, puis que lui, il dit non, moi, c'est quelque chose. C'est juste interroger un témoin. C'est très difficile, il y a une charge émotionnelle, il a vécu quelque chose qui est quand même traumatisant. C'est pas la même expérience pour tout le monde. Il y en a aussi qui vivent quelque chose de bien, puis ça les change au point de vue spirituel. Mais c'est drôle de voir que ces gens-là n'adhèrent pas justement à un mouvement religieux. Mais de l'autre côté du miroir, on a des gens, puis on fait juste une observation de psychologie humaine, là, de dire, nous, on croit, on n'a pas vu d'OVNI, mais on va travailler dans ce sens-là. Moi, je suis
m'émerveille. Excusez-moi. Là, j'ai des questions qui rentrent à tour de bras depuis tantôt. Je ne sais même plus laquelle poser. Moi, je voudrais juste amener un petit point, si vous me permettez. Oui. C'est parce qu'il y a une notion, je me souviens pas comment il s'appelle, celui qui nous parle. Jean-François. Jean-François, excuse-moi, Jean-François, j'ai oublié ton nom. Il n'y a pas de problème. OK. Écoute, il y a aussi un élément qu'on doit expliquer. C'est que on est, l'humanité, sur une petite planète bleue. Elle est là, elle tourne sur elle-même, elle est suspendue dans l'univers. Mais cet univers-là est composé de centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, autour duquel, chacune de ces étoiles-là, il y a peut-être un système solaire sur lequel il y a peut-être de la vie. Ça, c'est juste notre galaxie. Nous sommes... Absolument. Nous sommes la Terre, une particule d'une molécule, d'un atome qui est peut-être dans le bout du doigt d'un être gigantesque qui lui-même est sur une planète debout en regardant le ciel étoilé, en se demandant s'il y a de la vie ailleurs. On est là, nous. Et, en plus, nous sommes composés d'infiniment petits. Ben oui. Ça veut aussi dire que, à l'intérieur de moi, sur mes particules de molécules d'atomes, qui représentent des planètes, qui gravitent dans un minuscule système solaire, il y a de la vie, il y a des gens qui sont là, qui regardent mon intérieur, leur ciel, en se demandant s'il y a de la vie ailleurs. C'est ça que représente le symbole du mouvement raélien. Il y a un triangle qui pointe vers le haut dans l'étoile de David, qui représente l'infiniment grand. Il y a un triangle dans l'étoile de David pointé vers le bas qui représente l'infiniment petit. Et la svastika au centre, qui est, le symbole religieux de l'Inde, et non pas les gens... par manque d'histoire un petit peu ou de culture, sans être méchant, les gens ils associent ça au nazisme et à Hitler. C'est pas du tout ça. C'est le symbole religieux de l'Inde qui veut juste dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout est cyclique. La matière a toujours existé, elle existera toujours, elle ne fait que se transformer. Et nous, petits êtres humains, nous sommes de la matière inerte, assemblée selon un plan prédéterminé qu'on retrouve dans l'ADN, dans le code génétique. On s'assemble pendant quelques années, on est conscient, plus ou moins, on vit, on mange, on aime, et on meurt, et on retourne à la Terre. Donc, la matière ne fait que se transformer. Mais tu vois, justement, je l'ai eu, cette question-là. Pourquoi prendre un signe de juif avec allemand à l'intérieur, qui fait Hitler, parce que c'est vrai que la croix gammée, c'est le signe d'Hitler aussi. Il l'a emprunté. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce symbole existait là bien avant qu'Hitler. Adolf Hitler avait une couche aux fesses. Ce symbole-là existait. Là. Ce symbole religieux de l'Inde, ça fait des centaines d'années que ça existe. Ça fait partie des théories de plusieurs qui disent que Hitler lui-même est un contacté. Contacté de qui? Je ne le sais pas. Il y aurait eu des extraterrestres qui sont rentrés en contact avec lui, qui ont montré comment faire le clonage, justement, ou des expériences de mettre une tête d'aigle sur un ange. Il devait pas être gentil, les extraterrestres qui l'ont contacté, parce que c'est absolument abominable. Je t'en parle parce que il y a beaucoup, surtout dans la conspiration, là, il y a beaucoup d'éléments qui ramèneraient les nazis, à la création. Il y a toujours un contact avec un savoir plus grand, et il y avait même une patrouille qui était un petit peu plus gros que les SS qui œuvrait justement un peu à des dark projects. Donc, je sais que Hitler était très, très, très attiré par le paranormal. Donc, puis pour lui, je pense qu'il y avait quand même une certaine vision de la domination du monde qui était même mortel malheureux, là, mais je serais même pas surpris d'apprendre que ça soit vrai. Donc, voilà. Alors, on va être obligé de retourner à la pause une dernière fois parce qu'il reste seulement que 20 minutes à l'émission. Ça a passé tellement vite, hein? J'ai même pas eu le temps de tout dire. J'avais 2 pages là, en arrière. Je peux même pas toutes les poser, mes questions. On va revenir. Ben, regarde, on va faire une courte pause et on vous revient tout de suite après.
De retour avec en studio le mouvement raélien. J'aurais une question en rapport, vous savez, comme les petits gris, grands gris, insectoïdes, tous les reptiliens, tout ce qui est extraterrestre connu. Il y en aurait, je ne sais plus combien, parce qu'il n'y a pas un qui dit la même affaire. Il y en a qui vont me dire 80, d'autres vont dire 8, d'autres vont dire 20 espèces qui existent déjà. Ça n'a pas rapport avec les Elohim, ça, là. Non, ça n'a rien à voir avec le peuple des Elohim, okay. C'est-à-dire ceux qui nous ont créés scientifiquement grâce à l'ADN okay. et qui ont envoyé à différentes époques des prophètes pour nous guider jusqu'à maintenant. C'est des théories, c'est des opinions, on respecte ça, mais ça n'a rien à voir avec la philosophie du mouvement raélien. Mais comme... Étant donné, moi, j'ai entendu souvent dans des reportages ou des enquêtes quelconques que justement, les reptiliens, grands gris, sont des gens qui sont capables de manipuler lors d'un enlèvement quelqu'un parce qu'ils peuvent mettre des puces ou des choses comme ça. Vous autres, vous n'avez pas de puces dans le derrière de la tête, là? J'aime ça vous faire rire. Non, c'est bon. J'aime mieux vous faire rire que de faire regarder de travers. Mais vous n'avez pas ça, des puces, vous autres là. Vous n'êtes pas poussés? Non, ouais, je me gratte pas, là. Pas de problème. Non, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir avec ça. Donc, c'est pas la même affaire. Vous n'avez pas tout passé au cash un arrière de l'autre, puis go, ici, on vous implante, on vous met un implant quelconque. Les Elohim sont un peuple de créateurs pacifiques, plein d'amour, okay. plein de bienveillance pour leur création. Alors, ils vont pas kidnapper quelqu'un pour l'étudier, là. Ils nous ont créés. Ils sont là pour nous suivre, ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous aimer, ils sont là pour nous faire grandir. Puis, ils espèrent qu'un jour, dans l'ambassade, on va pouvoir les accueillir puis communiquer avec eux. Si je vous dis le nom Ashtar, ça vous dit quelque chose? Ashton, t'as dit? Ashtar. Ça, c'est la poutine, ça. Pas du tout. Ashtar. Moi, je connais pas ça. Ashtar, c'est un être beau, grand, blond, yeux bleus, à peu près 6-7 pieds de haut. Un beau bonhomme qui se dit être de la Fédération intergalactique, je pense. Hein, corrige-moi, Jean-François, si c'est intergalactique ou galactique. Oui, c'est ça, intergalactique. OK. Eux sont là pour la paix, l'amour aussi. Ils sont là pour protéger les gens, sont là pour... c'est ce qu'ils disent, eux autres aussi. Mais il y a des cas d'enlèvement où est-ce que certaines personnes ont rencontré ces êtres-là et ces êtres-là se sont transformés devant eux en un être... ils sont capables de prendre le visage d'un autre comme les reptiliens. Et je vais te permettre que j'enchérisse sur ce que tu dis. Vas-y. Il y a beaucoup de cas d'observation, pas d'observation, mais d'enlèvement où les gens deviennent éveillés, voient l'entité dans la chambre. Oui. Et là, il y a quelque chose de négatif. Là. Ils veulent définitivement pas suivre cet être-là. Et là, l'être va soudainement prendre soit l'allure de, mettons, d'un prophète, ça peut être grand-maman, ça peut être mon oncle, juste pour le rassurer, pour réduire le stress lors de l'enlèvement. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit souvent. Et c'est le fun de comparer aussi avec les livres religieux quand on dit que, mettons, si on regarde d'une façon négative, l'ange déchu ou l'être en tant que tel se fait passer pour un être de lumière pour arriver à... Justement. C'est à ça que je voulais en venir. Je pense qu'elles sont rien, c'est juste que... C'est à ça que je voulais en venir. Parce que je sais qu'il y a certains êtres qui sont capables de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous pouvez imaginer 2 minutes que ça aurait pu être ça pour les Elohim, pour Eloah? Ah, je pensais que vous me parliez des politiciens, ceux qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Les autres sont bons là-dedans, on en côtoie pas mal. On entend parler de cas d'enlèvement, mais nous, dans notre cas à nous, c'est des cas d'élèvement. OK. On élève notre niveau de conscience. C'est bien dit. Pour aider l'humanité à grandir et rentrer dans l'âge d'or, c'est-à-dire une ère où la science va être au service de l'humanité et une époque où on va pouvoir accueillir nos créateurs dans une ambassade diplomatique avec tout le respect qu'on leur doit. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir nous donner leur savoir technologique, scientifique et plein de sagesse. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'élèvement que l'enlèvement.
OK. Là, j'ai Alain qui est en studio aussi, qui veut vous poser des questions. Je vais vous laisser aller. Vas-y, Alain. Je me permets un petit élément, juste un petit élément. Excuse-moi, Alain. Il y a aussi quatre grands événements qu'on doit considérer aussi dans le mouvement raélien. Il y a 4 grandes fêtes. Il y a la fête du 13 décembre, qui commémore la première rencontre de Raël avec Yahvé, c'est-à-dire l'Éloa qui l'a rencontré, qui lui a donné les messages. Okay. Il y a la fête du 7 octobre. Proche du volcan, ça. Oui, le puits de Lassola, si je ne m'abuse. Il y a aussi la fête du 7 octobre. La fête du 7 octobre, ça commémore le fait que Raël est allé sur la planète des Élohim. Et c'est où, ça, cette planète-là? C'est sur la planète des Élohim. C'est situé où? C'est quelque part dans l'univers. Dans la galaxie. Et pas dans notre galaxie, écoute, dans le fond. Ça, c'est une... Moi, là, je suis pas fort en géographie, là. je te dirais que en astronomie, plutôt? En astronomie, appelons ça de l'astronomie. Ouais, c'est plus de l'astronomie, effectivement. Cette fête-là commémore la rencontre, le fait que Raël est allé sur leur planète et que Yahvé, le président des Éternels, a montré à Raël comment ça pouvait se passer sur notre planète. Comment on pourrait mettre la science au service de l'homme. Okay. Pour l'épanouissement de l'humanité, de l'individu, de l'humanité. Il y a une autre fête, qui est la fête du premier dimanche d'avril, okay, qui commémore la création du premier être humain en laboratoire. Okay. Et il y a la fête du Sissou, qui est la commémoration en 1945, avec la bombe sur Hiroshima. Les Élohim, oui, je sais, les Élohim ont décidé et ont convenu que l'humanité était entrée dans une ère scientifique, capable de comprendre ses origines, mais aussi capable de s'autodétruire dans un claquement de doigts. Malheureusement. Alors c'est suite à cet événement-là qu'ils ont décidé d'envoyer un dernier paraclet, un prophète, Raël, qui avait et qui a comme mission de faire connaître les messages, de faire tomber tout le mysticisme, toutes les béquilles du mysticisme, faire comprendre les origines de l'humanité grâce à la science et de faire construire une ambassade pour faire en sorte que l'humanité daigne bien accueillir ceux qui les ont créés de façon ouverte, officielle, aux yeux de tous. OK. Alain, voilà. Ta question, je pense qu'elle a été résolue, hein? Ben, pas vraiment. C'est parce que ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que, oui, vous dites qu'on a été créé par... la science. La science. Et que Raël a été... contacté. Mais je comprends pas que Raël vous ait pas dit le nom de la planète, l'endroit, dans quel système solaire ils vivent. C'est ça que je comprends pas aussi. On a il situe lui-même pour commencer. Il doit le savoir comme. Alain, dans un cas que je sais que plusieurs qui me disent avoir fait un petit tour en soucoupe, se ramasser sur une autre planète. Et les gens disent avoir passé devant la Lune, devant Mars. Ils voyaient sur un tableau tout le système solaire par une fenêtre, si on veut, une grande fenêtre dans l'engin. Mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont été. Est-ce que c'est le même cas pour Raël? Est-ce qu'il sait où est cette planète-là? Ou si il est allé et il a fait comme pas mal tous les contactés qui ont fait un petit tour en haut de soucoupe? Puis en général, les contactés vont être appelés à vivre plus qu'un phénomène, même des phénomènes à répétition, où est-ce que graduellement l'information va lui être dévoilée. Donc c'est vraiment sur une longue période de temps. Ben c'est ça. Et ma réponse, Tu l'attends? Oui, j'attends, impatiemment. Écoute, ce que Raël relate dans ses écrits, c'est qu'il a été contacté le 7 octobre 1975. Il a revu en France, tout près du Roc-Plat, le même engin avec le même individu qui l'a invité à monter. Il s'est assis dans l'OVNI. Okay. Et il a senti pendant quelques minutes une sensation étrange de picotement et de je me souviens pas exactement, de froid intense en lui. Ça a duré quelques minutes. Là, l'objet volant s'est arrêté, s'est stabilisé. Ils ont ouvert la porte. Il était complètement dans un autre monde, sur une autre planète, quelque part dans l'infiniment grand. Où est-ce qu'elle est?
je me permets de lancer une question. Est-ce si important de savoir où est située la planète ou ce qui est, à mon humble avis, le plus important, c'est la nature et l'importance du message que Raël amène pour l'humanité. C'est pour tout le monde, ce message-là. C'est pas juste pour certains individus. C'est quand même quelque chose qui implique l'ensemble de l'humanité. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? À l'importance et à la grosseur du message, même si il est quand même souhaitable pour toute l'humanité, je crois que justement d'avoir un peu plus de détails de la part, parce que tu sais, c'est quand même une responsabilité qu'on se fait appeler maître. On a quand même une certaine responsabilité d'être précis, d'être disponible et de quand même mettre sur table là, de l'information tellement quêtable, parce que si on me demande, suivez-moi moi, je vais m'attendre à ce que ça soit beaucoup plus précis que j'ai vu. Je veux juste renchérir sur ce que tu viens de dire. Bien sûr que c'est important d'être précis, mais la majorité des gens qui nous écoutent vont se fier à ce que les journalistes disent, les médias menteurs viennent nous raconter, plutôt que d'aller directement vérifier dans les écrits envoyés par ceux qui nous ont créés, plutôt que d'aller voir directement le message qui est pour eux. Il aime mieux se fier à ce que les gens disent puis ce que les gens racontent. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a comme un paradoxe. On veut exiger de la précision dans ce qu'on a à dire, mais personne ne va lire les livres. Personne ne va vraiment à la source. On se fie à ce que Pierre Jean-Jacques raconte. Alors, je trouve ça un petit peu, j'appelle ça, moi, de la confusion. Je trouve que les gens sont confus. Allez lire les livres, allez sur le site raelcanada.org, allez vous faire votre propre opinion personnelle. Mais après, vous serez en mesure de poser un regard éclairé sur ce que l'on raconte. Puis juste pour conclure, je veux juste dire que c'est un peu la même chose qui se produit. À l'époque de Jésus est venu sur terre, vous avez vu ce qu'on en a fait, on l'a crucifié, on l'a martyrisé, pour se rendre compte un peu plus tard qu'il y avait du bien puis il y avait du bon dans son message. Je dirais que c'est un peu la même chose qui arrive aujourd'hui. On a un message révolutionnaire qui déstabilise, qui dérange, qui donne des coups de pied dans les vieilles traditions poussiéreuses, mystiques des grandes religions. C'est bien sûr qu'on perd une certaine crédibilité. Parce que la majorité n'est pas encore en mesure de comprendre, mais allez voir, allez lire les livres. Prenez-en connaissance, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'absolument logique, rationnel dans ce merveilleux message que l'humanité vient de recevoir. C'est juste que une personne dans tout le mouvement qui a été témoin de ça, comme Jésus. Jésus, il y avait 12 apôtres, comme vous autres, vous avez des évêques. Oui, mais personne n'est allé. Ça, j'imagine. Oui, mais personne n'est allé. Y a-tu les apôtres? C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui ont été abductées ou qui ont été se promener en haut comme ça avec une soucoupe que c'est pas par les Élohim. Eux, c'est pas par ça. Eux autres, c'est des grands gris. C'est sûr que si on regarde le message, parce que à moi, je pense que dans les années 60, on a 70 ans d'ufologie. Ça fait, on a quand même ici 50 ans, on a dépassé de 50 ans. Le message dans les, moi, je me rappelle, écoute, des interviews que M. Vorion, avant, il était dans les voitures de course, il avait fait de la musique aussi, et là, il avait emmené ce message-là, c'est un message très intéressant parce que ça change pas tellement de ce que les religions en général nous emmènent. Non, pas toutes. C'est pas pareil, pas toutes. C'est pas nouveau, là. Les dieux qui viennent d'en haut, on se mettront là dans toutes les civilisations, tout le déluge, c'est toute la même chose dans toutes les îles. L'hindouisme qui est rempli aussi de dieux qui viennent d'en haut. C'est juste que il y en a plein. Dans un air où est-ce que on n'a plus besoin d'une religion à proprement dit en tant qu'humain Jean-François, pour faire cette inspection personnelle
Jeff. 1, 2, 1, 2, testing. Jeff, tu m'entends-tu? Houston, il me reste 2 minutes avant la fin de l'émission. J'appelle pas ça une question, j'appelle ça un exposé. J'ai Manon en studio. Bonjour, Manon. Ouf, ça demande l'ouverture d'esprit, toi, pour écouter ton émission. Oui, hein? oui. Mais c'est pas une Fantastique. fracture du crâne, l'ouverture d'esprit. Non, d'esprit, j'ai dit, pas du crâne, effectivement. De quoi on parle à ton émission Codef 3.0 dans quelques instants? Aujourd'hui, on va faire des heureux ou des heureuses parce qu'on a un beau concours qui se termine à midi sur la page Facebook. Il faut toujours regarder la page Facebook de Codef 3.0. Presque à toutes les semaines, j'ai un concours. On va vous faire des belles suggestions de sortie. Je vais vous présenter une personne audacieuse, provocante, émouvante. Ça va être mon invité du jour. Je ne vous dis pas tout de suite c'est qui. Si vous avez été sur la page Facebook, vous le savez déjà. On va faire un retour sur les prévisions boursières du pot. Hey. Je pense que ça va intéresser des gens. On va rêver. Ouais. On va regarder les tendances Hey. économiques qui vont chambouler notre année 2019, soit de façon positive ou négative. Vas-tu mettre des petites tonnes d'harmonium avec ça? Où est allé tout ce monde? Ça aurait été une bonne idée. Ben oui, hein? On n'y a pas pensé. Ben, Si on a le temps, on la mettra. OK. Jean-François, je te remercie beaucoup d'avoir été là parce que là, il nous reste... c'est fini, l'émission est terminée. Mais je veux remercier Donald Tremblay. Tu avais un petit quelque chose à dire? Ben, juste comme conclusion, j'invite les gens à aller voir notre site réelcanada.org. On a un événement continental qui a lieu à chaque année. Cette année, ça va du 3 au 9 novembre. OK. Ça s'appelle l'Université du Bonheur. Alors, si vous avez le goût de venir voir qui sont les Raéliens, OK. alors, du 3 au 9 novembre, allez sur le site réelcanada.org. Ils vont être obligés de se mettre tout nus, eux autres? Pas du tout, il y a rien. Et dans la région de Québec, ici, à chaque mois, le premier dimanche du mois, on a toujours un rassemblement qui est ouvert à la population à chaque mois. OK. Les gens peuvent aller sur le site réelcanada.org, voir les événements. Et on se rencontre ici à tous les mois, le premier dimanche du mois, à Québec. Vous êtes les bienvenus, cher ami. Merci, Rodolphe Sanson. Merci. Merci de nous avoir invités. C'était super. Et je veux remercier aussi Yves Lefebvre, qui était en début d'ouverture d'émission. Merci à mon chum Alain qui m'accompagne à toutes les émissions, en fin de compte. Merci, Jean-François. Ben, ça fait plaisir. Tu me permets 30 secondes d'enregistrer. Même pas. Même Tu peux pas. Même pas. On est rendu on vient de défoncer d'1 minute. C'est bon. Hey, maintenant, on me regarde avec des yeux de... Je suis en train de leur donner des coups de pied enrobés d'amour. Des coups de pied d'amour. OK. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, vous tous. Bye, la semaine prochaine.